lancer de suite l'enregistrement et je vais passer directement la parole à Aurore Mikan, ma collègue, qui va lancer officiellement ce webinaire. Merci Ludovic. Bonjour à toutes et à tous. Pour ce dernier webinaire de notre cycle Cultures et biodiversité, on vous propose de remonter un peu à la source de la préservation de la biodiversité, c'est-à-dire sa connaissance. Les naturalistes et les scientifiques se retrouvent dans leurs démarches et leurs approches en créant une culture commune de l'observation et de l'analyse. Et c'est l'imprégnation dans cette culture de la connaissance qui fonde des actions de préservation qui sont efficaces et de long terme. Mais ça ne suffit pas. La connaissance, s'enrichit aussi si elle se partage et si les actions de préservation associées sont d'autant plus efficaces qu'elles sont appropriées par toutes les parties prenantes. C'est aussi là que les artistes et plus largement les acteurs du monde de la culture peuvent apporter leur pierre à l'édifice. Et c'est ce que vont nous montrer les 2 témoignages du jour. Alors pour ce webinaire, on vous propose une petite entorse à notre règle habituelle, pas de panorama d'action, mais néanmoins 2 destinations passionnantes, Montbazin dans l'Hérault avec Aurélien Dalloz, adjoint au maire, et puis Bourges dans le Cher avec Sébastien Minchin qui est directeur du Muséum d'histoire naturelle. Et vous aurez bien entendu le plaisir de retrouver Gilles Lecuir pour une petite présentation à la toute fin du webinaire sur les modalités pour candidater et participer au concours Capitale française de la biodiversité en 2025. Alors, je vous propose de commencer tout de suite en passant la parole à Aurélien Dalloz, qui est premier adjoint au maire de Montbazin, délégué à la transition écologique, et qui va nous présenter la réalisation de leur atlas de la biodiversité communale à 3 communes et également un focus sur un événement qui allie art et nature et qui est, j'ai vu la présentation du coup très, très esthétique. Aurélien, c'est à vous. Bonjour à tous. Normalement, la présentation s'affiche, si j'ai bien suivi les recommandations préalables. Tu me le confirmes, Aurore? Eh bien, ça va arriver, je pense, il y a un petit temps d'attente. Voilà, c'est parfait. Donc, je vais vous présenter comment on est passé d'un atlas de la biodiversité communale pour mieux connaître notre biodiversité sur le territoire, jusqu'à l'implication de l'ensemble des parties prenantes à travers un événement art et nature. On parlait à l'instant d'appropriation de la connaissance pour agir, et c'est ce que l'on a fait en tout cas à Montbazin. Alors, Montbazin, c'est une commune de 3000 habitants, entre Sète et Montpellier, dans l'Hérault. Plus de 2000 hectares, qui est très étagée entre une plaine agricole et ce que l'on appelle des montagnes, avec des guillemets, on est dans le sud, on exagère. Donc la montagne, elle culmine à plus de 300 mètres d'altitude. Nous sommes très concernés par les enjeux de biodiversité. On a 2 sites Natura 2000 sur notre territoire. Plus de 50% de notre territoire, c'est du Natura 2000. Nous avons également de nombreuses zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique, et nous sommes concernés par de nombreux plans nationaux d'action. Les enjeux écologiques sur notre territoire, c'est évidemment les garrigues, mais aussi les pelouses méditerranéennes, plus précisément. Ce sont des habitats de la directive Habitat Faune Flore qui ont été fortement dégradés, notamment dans les années 80, avec des extensions urbaines en lotissement et une artificialisation non négligeable. En plus, on fait face au phénomène de cabanisation qui est en fait l'artificialisation illégale des espaces naturels et agricoles, ce qui engendre mitage, pollution, dégradation des paysages. Plus précisément, donc on voit bien que Montbazin est en rétro-littoral, hein, on est sur le littoral languedocien avec les premières lagunes, une première montagne, là aussi, les collines de la Gardiole entre Montpellier et Sète, et donc nous entre la plaine et le Causse de Molas. Montbazin s'est vu reconnaître très rapidement et dès 2020, dès notre prise de fonction, via le dispositif Territoire engagé pour la nature, qui est un dispositif de l'Office français de la biodiversité qui reconnaît l'engagement des collectivités dans la préservation et la reconquête de la biodiversité. Et cet engagement reposait sur un certain nombre d'actions, hein, dont la mise en place d'un atlas de la biodiversité communale, sur lequel je vais m'attarder, et également la création d'une fête de la garrigue pour sensibiliser à la préservation des patrimoines, qu'ils soient naturels ou culturels. Alors, pourquoi un atlas de la biodiversité communale centré sur les garrigues? Les garrigues sont des espaces un peu déconsidérés, c'est-à-dire qu'on considère qu'on ne peut pas y faire beaucoup d'agriculture, que c'est des espaces en friche,
à l'abandon. Or, ces garrigues, elles représentent 0,6% de la surface totale en France et on y recense 35% des espèces végétales et pratiquement 50% des espèces de mammifères, oiseaux, reptiles, etc. Donc on voit bien qu'on a une richesse biologique énorme qui est très peu mise en valeur. Et en même temps, on a un patrimoine naturel, un patrimoine humain à travers le patrimoine vernaculaire, les capitelles, les murets en pierre sèche, qui parsèment les paysages et qui méritent en fait d'être mis en valeur parce que en général c'est sous la végétation. Et donc on a ces deux patrimoines naturels et culturels qui existent en garrigue. Donc pour nous, ça a été assez évident de mettre en place un ABC des garrigues avec non seulement l'objectif d'actualiser, compléter les inventaires faune-flore, hein, mais ces connaissances de les utiliser vraiment dans la gestion communale, dans nos stratégies, jusqu'à la planification. Et là aussi, j'aurai l'occasion d'y revenir. L'ABC sert aussi à impliquer, sensibiliser, mobiliser l'ensemble des parties prenantes, notamment à travers la réalisation d'inventaires, que ce soit des inventaires citoyens, mais aussi avec des professionnels. Là aussi, je détaillerai un peu les choses pour, au final, modifier la perception des espaces de garrigue qui sont souvent des perceptions un peu négatives et pour structurer un pouvoir aussi d'agir. Nous, ça nous a semblé essentiel d'utiliser l'ABC pour ça. Mais l'ABC, c'est d'abord de la connaissance. Et on a voulu aussi, Montbazin, embarquer d'autres communes qui ont les mêmes caractéristiques que nous, de la plaine agricole, des garrigues. Et donc, les communes de Poussan et Villeveyrac nous ont rejoints sur cet ABC d'une durée de 3 ans avec un budget d'environ 80 000 euros et le soutien de l'OFB. Important de signaler, l'ABC, on ne l'a pas fait seul, hein, on a été accompagné par le CPIE Bassanto, qui est un réseau d'associations et de structures socio-économiques sur le territoire. Un ABC, c'est aussi un travail partenarial. Donc nous, on a la particularité d'être situé sur le territoire de 7 aglopoles Méditerranée, et les 2 sites Natura 2000 sont gérés par 2 autres communautés de communes pour la vallée de l'Hérault et une métropole, Montpellier Méditerranée Métropole. Donc on avait des données un peu réparties à droite à gauche. L'ABC a été l'occasion de concentrer les données et la connaissance sur la faune et la flore sur notre territoire pour mieux avoir une vision d'ensemble. C'est vrai que c'était assez éparpillé jusqu'à maintenant, et de faire aussi discuter les acteurs, hein, mettre les gens autour de la table, c'est toujours essentiel. Donc vous vous en doutez, commune à biodiversité positive, Montbazin était fortement concerné par des inventaires préexistants sur Natura 2000, notamment sur les SNIEF. Et puis les plans nationaux d'action chez nous concernent beaucoup les pie-grièches, l'aigle de Bonelli, le faucon cresserellette, les chiroptères, les papillons, l'outarde canepetière, le lézard ocellé. Donc vous voyez qu'on avait déjà pas mal de prospection en fait sur le territoire. Et donc, on avait surtout des données sur la faune ailée, j'ai envie de dire, les chauves-souris, ça va plaire à Sébastien, mais aussi beaucoup les oiseaux à travers les zones de protection spéciale Natura 2000 sur notre territoire. Donc notre objectif avec la Ligue pour la protection des oiseaux, l'ADENA, qui est une structure de gestion de réserve naturelle, la réserve naturelle du Bagnas pour ceux qui connaissent, qui nous ont accompagnés sur les inventaires faune-flore, pour aller plus loin dans la connaissance d'autres groupes d'espèces. Donc on a travaillé sur les reptiles, sur les papillons et notamment les hétérocères. On est allé chercher des groupes d'espèces comme les araignées pour finalement aller sur des groupes qui étaient peu connus. Et on a en même temps regardé sur le territoire des 3 communes quelles étaient les zones sous-prospectées. Donc il y avait des zones entières sans prospection, sans données naturalistes. Et cela nous a semblé important, avant tout travail, d'aller prioritairement sur les secteurs sur lesquels on n'avait pas de données. Et d'ailleurs, on a fait de belles découvertes en la matière. Donc on a fait des inventaires professionnels avec les structures que je viens d'évoquer, des inventaires professionnels qui nous ont permis d'identifier de nouvelles espèces. Mais le focus qu'on a mis, c'est aussi sur la flore, parce que sur la flore, finalement, on s'est rendu compte qu'avec quelques transects et quelques prospections, on a vite découvert 60 nouvelles espèces qui n'avaient pas été identifiées sur le territoire. Donc on voit que dès qu'on fait un effort de prospection inhabituel, on a une meilleure connaissance de la biodiversité du territoire. Donc ça, c'était les inventaires professionnels. Les inventaires citoyens, on les a voulus ludiques, pédagogiques, incitatifs, participatifs. Et donc on est allé sur des sujets liés aux pelouses méditerranéennes, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est notre habitat un peu phare à préserver. Donc on a fait des animations auprès des habitants
avec toujours l'objectif de les sensibiliser à utiliser les sciences participatives pour qu'eux-mêmes soient des producteurs de connaissances. Donc on a travaillé sur les orchidées sur les pelouses sèches méditerranéennes, sur les oiseaux des garrigues, parce qu'il y a toujours un côté émerveillement. On a la chance d'avoir les guêpiers d'Europe, les rôliers, les fassiers, donc des oiseaux très colorés. On a aussi travaillé sur la faune nocturne en lien avec l'objectif de stratégie de trame noire, mais aussi avec l'extinction nocturne en cœur de nuit, pour expliquer aussi pourquoi on mène tout un tas d'actions en lien avec ces enjeux de biodiversité. Nous avons aussi mené une enquête sur les chauves-souris qu'on a diffusée dans toutes les boîtes aux lettres pour identifier les gîtes éventuels qu'on pouvait trouver chez les gens. Et l'outil qu'on a utilisé pour la science participative, c'est l'outil iNaturalist. Je pense que certains d'entre vous connaissent cet outil. C'est un outil qui permet, à partir d'une photo, de faire appel à l'intelligence artificielle pour avoir une première identification. Et en second niveau, avoir une confirmation de l'identification de l'espèce via l'intelligence collective, via un réseau de naturalistes qui confirment les observations. C'est aussi un outil qui est vraiment clé en main hein, pour les collectivités. Ça permet aussi aux habitants d'avoir directement le nom d'une espèce qu'ils croisent dans leur jardin ou lors de leur balade. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup plu dans l'approche de notre ABC. L'autre avantage, c'est d'avoir un site internet, là aussi clé en main, qui nous permet de recenser l'ensemble des observations et les espèces que l'on a identifiées sur le territoire des 3 communes. Donc on a plus de 7000 observations, plus de 1600 espèces aujourd'hui identifiées sur le territoire, et donc du coup beaucoup de nouvelles espèces identifiées et une centaine de contributeurs actifs. À travers ce site, on peut aussi sortir une carto des identifications. On a les espèces de faune, de flore. Et iNaturalist permet aujourd'hui d'aller aussi dans l'identification des espèces exotiques envahissantes, ce qui est très intéressant pour nous en tant que collectivité, puisque ça va nous permettre d'agir en cas de détection d'un foyer, d'une espèce sur lequel il faut intervenir rapidement. On n'oublie pas la communication. On a souhaité valoriser quelques espèces à travers notre communication, des espèces que l'on recherche en termes d'enjeux, notamment à l'exemple du Pélopate cultripède, hein, qui est un amphibien assez rigolo. Quand on l'entend chanter, ça ressemble à une poule. Et cet amphibien, il est présent un peu aux marges de l'ABC des garrigues. Et on souhaitait avoir un peu plus de renseignements sur son éventuelle présence sur la commune et les communes concernées par l'ABC. Et puis un ABC, c'est pas uniquement des données, hein, c'est au final un rapport qui doit pas rester sur des étagères, un rapport qui fait part des actions à mener pour préserver et reconquérir la biodiversité. Quelques petites anecdotes, hein, des données nouvelles, on en a eu un bon nombre, mais aussi des raretés. On est allé chercher un micro-lépidoptère que vous voyez ici en haut à droite. C'était la première mention pour l'Hérault, la 5e mention en France. On a découvert aussi à travers l'ABC des stations de Serapias parviflora, la Serapias petite fleur, dans les anciennes oliveraie, qui nous incombent aujourd'hui puisqu'on fait des conventions d'usage avec des oléiculteurs pour préserver ces stations de Serapias parviflora. Donc, vous voyez tout de suite, hein, on passe de la connaissance à l'action. Et un autre exemple, mais j'aurais pu en citer plein d'autres, des dizaines d'autres, le calosome de Madère qui a 60 mentions dans toute la France et que l'on a découvert lors d'une prospection nocturne. Alors, passer de l'ABC de la connaissance à la culture de la garrigue, à l'action, on l'a mené à travers un événement que l'on a créé dès 2021 qui s'appelle la Fête de la Garrigue, qui a pour objectif à la fois d'impliquer les habitants et toutes les générations, hein, un événement intergénérationnel, pour valoriser les patrimoines naturels et culturels, avec plein de sous-objectifs, fédérer les acteurs, faire découvrir cette richesse, et là aussi mieux faire connaître les espèces de faune et de flore de notre territoire, pour, in fine, que chacun puisse agir et donner des clés pour agir à chaque habitant. Donc, lors de la première édition et lors de toutes les éditions, on a fait un stand sur l'Atlas de la biodiversité communale. On a également mené des animations nature avec toujours cet objectif d'expliquer comment utiliser l'outil iNaturalist, comment aller chercher de la connaissance, comment produire de la connaissance en simple amateur, j'ai envie de dire. Lors de la deuxième édition, on s'est aussi appuyé sur l'aire terrestre éducative, l'ATE. L'aire terrestre éducative, c'est un dispositif qui permet aux élèves d'une école de gérer un espace naturel ou semi-naturel à proximité d'une école.
Et ça va permettre, nous, en tout cas à Montbazin, d'identifier les espèces qui sont sur cette aire terrestre éducative. Et du coup, on a fait aussi cette découverte avec l'ensemble des habitants lors de la 2e édition. On a mené également de nombreuses conférences sur la connaissance de la garrigue, sur la nature, avec le président de la LPO par exemple, mais aussi Philippe Martin, qui est un naturaliste très connu dans les garrigues héroltaises. Et je vais faire un focus sur l'opération que l'on a menée cette année, au mois de juin dernier, une opération vraiment pour lier art et nature à travers une exposition itinérante. L'idée a émané de l'ABC des Garrigues, mais il faut savoir que le CPIE Bassin de Thau, qui nous accompagne sur les atlas de la biodiversité communale, mène aussi, à la suite de l'ABC des Garrigues, l'ABC de la Lagune, autour de l'étang de Thau, et l'ABC des Faucons sur quelques communes dans l'arrière-pays. Donc l'idée, ça a été de se baser sur l'opération qui est menée chaque année sur la Journée mondiale des zones humides à Villeneuve-les-Maguelones, avec des artistes, des street artistes, et un collectif qui s'appelle Incartade, pour valoriser finalement un animal totémique par commune, à partir des données des ABC, mais aussi à partir de ce qui a été un peu l'élément déclencheur pour chaque commune de s'intéresser à la biodiversité. Donc cette exposition, on l'a mis en place pendant une semaine dans tout le village, avec des œuvres sur des bâches plastiques de 3 mètres par 3 mètres, avec des plus petits formats pour les balcons. Et c'est une exposition aujourd'hui qui perdure et qui est répliquée dans chaque commune concernée par les atlas de la biodiversité communale. Donc vous voyez ici quelques vues d'artistes du Grand-Duc, de l'orchis pyramidale. Là, on voit des lucanes, on voit une chauve-souris. Et cette exposition, lors de la fête de la Garrigue, on l'a fait commenter, à la fois par les artistes, mais aussi par des naturalistes de la LPO, pour avoir la double vision entre le pourquoi du comment de la préservation des espèces à travers les ABC jusqu'à l'action, mais aussi la vue d'artiste, aussi une vue un peu extérieure, un peu chimérique, qui nous a semblé intéressante et qui a apporté un regard nouveau en fait sur les espèces qui nous concernent. Donc un événement qui a rayonné au-delà du territoire avec un chiffre qui me convient bien de 1000 participants sur la journée, parce qu'il me permet de dire qu'il vaut mieux sensibiliser une fois 1000 personnes que 1000 fois une personne. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Certains auront la référence, mais ça permet vraiment l'ABC de sensibiliser un maximum de gens et surtout d'impliquer dans l'action. Et cet ABC, ces connaissances, elles nous ont permis de travailler aujourd'hui sur la révision de notre document d'urbanisme, le plan local d'urbanisme, avec l'intégration du zéro artificialisation nette, de la trame verte et bleue et de la trame noire, cette trame noire qui nous permet aujourd'hui, à de rares occasions, d'observer les étoiles, mais aussi les aurores boréales. Merci de votre attention. Merci beaucoup Aurélien pour cette belle présentation qui donne envie d'aller découvrir de plus près les actions menées à Montbazin et qui fait une parfaite transition avec la présentation suivante. Je vais passer la parole à Sébastien Minchin, qui est directeur du Muséum de Bourges. Bourges qui sera capitale européenne de la culture en 2028 et qui va nous parler tout d'abord de leur grande expérience sur la trame noire et les chiroptères, en nous parlant de la prise en compte des chauves-souris dans les aménagements, qu'il s'agisse de bâtiments, d'arbres ou d'ouvrages d'art, et puis qui terminera sur sa présentation sur une ouverture en lien avec la candidature de Bourges, capitale européenne de la culture, sur un autre rapport entre humain et non humain. Merci, je vais la faire comme ça. Hop, ça va être plus simple pour moi. C'est bon, vous voyez Oui, mon diaporama? c'est parfait. Merci. Je vous remercie de m'avoir invité à parler des actions qui sont menées ici au sein du Muséum de Bourges depuis maintenant pratiquement 40 années. C'est en fait le Muséum de Bourges, il y a 40 ans, mes prédécesseurs avaient choisi de travailler sur des espèces qui ont mauvaise réputation pour essayer de sortir en fait le muséum de ses murs et aller à la rencontre des publics et des habitants. Et dans le même temps, l'objectif, c'était d'essayer de montrer qu'un muséum pouvait être un acteur de la transformation du territoire par le biais de l'aménagement du territoire, prenant en compte justement cette biodiversité. Alors le choix de mes prédécesseurs, donc Michel Lemaire et Laurent Arthur, a été de travailler justement sur l'analyse,
la protection et la mise en place de schémas d'aménagement du territoire pour les chauves-souris. Et ça a démarré donc il y a 40 ans. Alors, je vais vous présenter quelques-unes des actions que l'on mène depuis 40 ans et notamment au cours de ces dernières années avec ma collègue Amélie Chrétien, donc, qui est spécialiste chauve-souris, chiroptérologue au sein de l'équipe du muséum, qui est à temps plein sur un cadre, sur un niveau de cadre A. Alors en fait, par rapport à ces actions que l'on mène, il y a eu tout d'abord l'importance de l'aménagement du territoire sur les logiques d'énergie éolienne et l'installation des parcs éoliens, c'est-à-dire qu'on se rend compte avec le recul que les aménagements de ces parcs éoliens ont un impact non négligeable sur la biodiversité. Alors sur le département du Cher, on a à peu près une centaine de mâts éoliens qui sont installés et ces éoliennes ont un impact notamment sur les espèces de chauves-souris migratrices qui doivent traverser le nord au sud de l'Europe et qui se retrouvent en fait dans un hachoir géant par rapport à tout ça. On va travailler avec notamment les développeurs éoliens et les aménageurs du territoire sur la pertinence des lieux d'installation de ces différents parcs ou non. Le muséum est là pour donner un avis, favorable ou non. Hein. On fait partie de l'ensemble des acteurs qui sont interrogés par rapport à ces questionnements-là. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, les risques liés à l'éolien sur les chauves-souris sont de deux niveaux. Soit la mortalité par choc direct, c'est-à-dire que les bêtes arrivent à détecter finalement les pales de l'éolienne, mais elles n'ont pas le temps d'échapper à la vitesse de rotation de ces pales. Et donc, on en a comme ça un certain nombre qui sont tapés. Et l'autre risque, c'est le barotraumatisme, c'est-à-dire que c'est la différence de pression qu'il y a au moment du passage de l'éolienne, avec des périodes de vide et de surpression, en fait, qui font exploser les organes internes de ces petites bêtes. Et on fait donc du suivi, de l'analyse justement des cadavres et on estime qu'on récupère à peu près 1% finalement de l'ensemble de la mortalité des espèces de chauves-souris qui sont tapées par ces différents parcs éoliens. Donc on va travailler avec les développeurs et les aménageurs du territoire sur la prise en compte de ces contraintes très très fortes liées à la biodiversité pour essayer d'améliorer les choses. Depuis maintenant une quinzaine d'années minimum, le muséum travaille justement à la pollution lumineuse dans les autres actions qui sont menées sur le territoire du Cher et à plus grande échelle sur la région. On va travailler sur les questions de l'extinction de l'éclairage public à différents niveaux, soit au niveau des heures en fait, d'éclairage et essayer de mettre en place une extinction sur une bonne partie de la nuit. Bon, ça se fait comme un petit peu partout maintenant. On va travailler également depuis plus d'une quinzaine d'années sur les aménagements d'éclairage public qui sont faits notamment sur les monuments. Il y a eu pendant très longtemps des aménagements faits sur les quatre faces des églises, des mairies, des écoles. Et l'idée depuis une quinzaine d'années, c'est de travailler justement sur éclairer une seule face, deux faces, mais en essayant d'avoir des zones que l'on va laisser dans le noir. Ça nous a permis de travailler sur les trames noires au sens large. Hein. Par exemple, là, on vous a mis, bon, même si la résolution n'est pas forcément très très bonne, on vous a mis deux exemples de trames noires qui ont été mises en place en lien avec le Muséum de Bourges sur deux des communes les plus importantes du département du Cher, Bourges et Vierzon, où on va essayer de concilier finalement les trames bleues, les trames vertes, les trames noires et les trames brunes de désartificialisation du sol. Un autre sujet qui nous tient énormément à cœur et qui nous prend énormément de temps actuellement avec ma collègue Amélie Chrétien, c'est la question du plan climat, c'est-à-dire que depuis maintenant plusieurs années, dans le cadre de l'amélioration énergétique des bâtiments, on va travailler avec les entreprises du bâtiment, les aménageurs du territoire, les architectes, et puis un certain nombre de partenaires à qui appartiennent ces différents bâtiments. Et on va le faire notamment avec les bailleurs sociaux, comme j'y reviendrai dans ma diapositive suivante. Parce qu'on s'est rendu compte que finalement, au sein de ces différents bâtiments, dans toutes les infractuosités, dans les joints de dilatation, vous avez des espèces, vous avez de la biodiversité, et que parmi cette biodiversité, vous avez des chauves-souris qui peuvent être les mêmes que celles qui sont impactées par les parcs éoliens.
Le premier exemple qui a été mis en place concerne l'IUT de Bourges. C'est un programme que l'on a mené il y a plusieurs années maintenant, avant Covid, où on avait été associé à la rénovation de ce bâtiment, où il y avait un fort enjeu de biodiversité parce qu'il y avait 70 noctules qui étaient présentes et une dizaine de pipistrelles donc, qui étaient présentes dans les différents bâtiments. Alors vous avez là un exemple, donc elles sont présentes finalement dans les joints de dilatation au-dessus des fenêtres, où on a donc ces joints de dilatation, elles vont s'insérer à l'intérieur de ces parements en béton. Et on a fait tout un travail donc avec les entreprises, avec l'IUT pour essayer de mettre en place un prototype de gîte qui soit, donc vous avez un exemple sur le côté droit, qui montre le système que l'on va mettre en place. L'idée, c'est que ces gîtes soient totalement invisibles une fois que la rénovation a été faite. C'est ce que vous voyez sur la photo après rénovation. Entre les deux fenêtres du haut, vous avez une espèce de petite fente qui est grande comme une boîte aux lettres. Et en fait, c'est par là que les chauves-souris vont rentrer. Et à l'intérieur, donc derrière ces parements, vous avez les gîtes qui sont installés. C'est un système qui a très bien marché puisque dès les premiers mois de fin de rénovation et de fin de chantier sur l'IUT, on a vu l'installation de colonies. On a refait la même chose avec une convention qu'on a signée avec les bailleurs sociaux qui sont dans la même logique d'amélioration énergétique des bâtiments et notamment avec Val de Berry. Depuis plusieurs années, on travaille avec eux main dans la main sur la rénovation de l'ensemble du parc en installant finalement des gîtes à chauves-souris. On va faire des diagnostics avant installation de ces gîtes, avant les travaux. On va travailler avec eux sur les plannings d'installation de la rénovation énergétique et l'installation des gîtes. On va identifier clairement les endroits où il y a présence d'individus ou les endroits potentiels de présence d'individus. Et les travaux vont avancer avec les différentes entreprises de bâtiments au fur et à mesure de la présence ou non de ces colonies. Là, vous avez quelques vues sur des aménagements qui ont été faits et on retrouve les petites fentes dans les différentes façades. Alors, ce système qui était un prototype qui a été mis en place sur Bourges, maintenant commence à avoir pas mal de répercussions et de relais au niveau régional, national et international, puisqu'on est régulièrement amené à échanger avec des collègues sur le territoire. On va également travailler avec ces bailleurs sociaux sur le NPNRU et notamment tous les bâtiments, tous les immeubles qui doivent sauter dans le cadre du NPNRU. Donc, on va faire tout un suivi avant destruction de ces bâtiments sur les endroits potentiels d'installation de colonies. Et le démontage, la destruction de ces bâtiments va se faire en fonction de ces données-là. On applique la même chose au niveau des bâtiments individuels chez les particuliers en leur proposant donc des modèles de gîtes à chauve-souris qui vont être installés par l'extérieur en même temps que l'installation de l'isolation par l'extérieur. Et donc ça, c'est pareil, ça commence à se mettre en place. Autre exemple d'aménagement que l'on a, enfin de travail en commun que l'on a fait ces dernières années, c'est sur le suivi et la gestion des alignements d'arbres et notamment les questions d'élagage ou d'abattage d'arbres quand il n'y a pas d'autres solutions. L'idée, c'est de travailler avec les élagueurs, avec les forestiers, sur la prise en compte finalement d'une biodiversité totalement invisible qui peut être présente à l'intérieur de ces grands sujets, à l'intérieur de ces grands arbres ou dans les branches lorsqu'il y a de l'élagage. Pour éviter le passage dans les broyeuses ou le fait de tronçonner au milieu de colonies ou d'une installation de biodiversité. Et donc, par rapport à ça, on fait de la formation auprès des élagueurs sur des méthodes douces permettant, bon là c'est un arbre qui devait être abattu, permettant finalement de faire descendre les branches et les charpentières où on a possibilité potentiellement d'avoir de la biodiversité, de les faire descendre de façon douce au sol avant de pouvoir les débiter et de vérifier qu'on a bien ou non, qu'on a ou non présence de cette biodiversité à l'intérieur des trous et des différentes cavités. Donc voilà le genre de choses que l'on arrive à mettre en place dans cette logique-là.
L'idée de travailler justement sur cette biodiversité et l'aménagement du territoire, c'est également quelque chose qui a été mené par le muséum depuis très longtemps sur les ouvrages d'art et notamment sur les ponts qui enjambent finalement les rivières ou les axes routiers. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que c'était des lieux très intéressants aussi en termes de biodiversité, puisqu'il y a des joints de dilatation, il y a des fissures, il y a comme sur des vieux ponts, il peut y avoir des maçonneries qui sont parties. Et finalement, toute cette biodiversité, représentée notamment par les chauves-souris, va s'installer dans ces différentes cavités. L'idée, c'est d'avoir un suivi, un comptage, de vérifier au fur et à mesure. Donc, on va suivre comme ça plusieurs centaines de ponts sur le département et de faire des aménagements finalement par rapport à ces questions d'aménagement des ponts. L'exemple suivant, c'est celui qui a fait connaître Bourges et les actions du muséum. C'est un projet qui a été monté il y a plus de 30 ans lors de l'aménagement de la rocade tout autour de Bourges, où finalement, dès le départ, on a installé des rampes d'accès et des rampes de lancement par rapport à ces chauves-souris, par le biais de haies, par le biais de palissades, pour faire passer finalement le vol de ces chauves-souris bien au-dessus des axes routiers. Et 30 ans après, on continue de poursuivre là sur le dernier tronçon de l'aménagement de la rocade, avec des prises en compte des colonies, par exemple sur cette photo aérienne, qui sont plutôt dans le bas au niveau du village, et les sites de chasse qui sont plutôt en haut de l'autre côté. Et donc, on a mis en place tout un tas d'alignements d'arbres, de haies qui ont été replantées, permettant justement de faire des rampes de lancement, passant soit au-dessus, soit en dessous de cette rocade. Et puis, tout ça nous a amené petit à petit à mettre en place un centre de soins au sein du muséum qui va gérer finalement toutes les chauves-souris que nous amènent les particuliers, notamment par l'impact du chat sur ces différentes colonies. Ce qui est important, c'est que 30 ans après, finalement, le muséum de Bourges, et Bourges, c'est la capitale, c'est le référent national en termes de chauves-souris. Nous organisons tous les 2 ans les rencontres nationales chauves-souris qui permettent de faire venir plus de 500 spécialistes qui travaillent sur ces questions d'aménagement du territoire, de suivi des colonies de chauves-souris. Et c'est des rencontres hyper intéressantes parce que justement, on va mêler les uns les autres nos différentes actions et être dans une logique de coopération et de partage justement de ces données par rapport à tout ça. Et on s'est dit, ce qui serait intéressant, c'est de voir comment on pourrait concilier ce qui a été mis en place sur les chauves-souris pour l'étendre finalement à l'ensemble de la biodiversité par rapport à ces différentes contraintes que l'on a liées au dérèglement climatique, à la 6e extinction, au Covid et à l'effondrement socio-économique de nos sociétés. Et il se trouve qu'en 2021, le maire de la ville, donc Yann Gallu, a souhaité que Bourges candidate à la candidature de capitale européenne de la culture pour l'année 2028, qui va être l'année où la France va devoir désigner justement une capitale européenne de la culture. Et dans ce cadre-là, l'action du muséum avec une artiste qui s'appelle Sandrine Salzar, on s'est co-associés et l'idée, ça a été de mettre en place finalement tout un projet qui reprenne finalement ce qu'on avait mené sur les chauves-souris et sur les aménagements du territoire au niveau des chauves-souris et d'essayer de le concilier et de le proposer dans le cadre de la candidature. En 2022, au moment où la candidature était en train de s'écrire, on présentait une exposition art-science avec 2 artistes, Charlotte Rodon et Dominique Rousseau, autour de la question des enjeux de la désartificialisation des sols dans nos milieux urbanisés, qui pouvaient remplir un certain nombre des fonctions ou des enjeux globaux d'aujourd'hui et de demain. Et on s'est servi de tout ça finalement pour le prendre en compte en se disant comment est-ce que l'on pourrait proposer des actions qui soient à la fois des actions d'exposition, d'événements qui seraient proposés dans le cadre de la candidature de Bourges, capitale européenne de la culture. Mais l'idée du muséum, c'était de se dire comment est-ce qu'on peut, dans le même temps, que l'on gagne ou que l'on perde, finalement répondre aux grands enjeux globaux
que sont les pandémies, la récession, le changement climatique et la chute de la biodiversité. En un mot, comment est-ce qu'on pourrait profiter du focus de cette candidature pour imaginer un autre monde que celui d'Anthropocène dans lequel on vit actuellement? Et on s'est dit, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est de valoriser finalement Bourges comme un territoire invisible humain qui n'apparaît sur aucune cartographie régionale, nationale, internationale, dans le dispositif, dans les différents dispositifs administratifs humains, et dans le même temps de valoriser finalement tous les territoires invisibles non humains du vivant que l'on n'a pas forcément pris en compte parce qu'on ne les voit pas forcément par rapport à la vision que l'on a de la biodiversité planétaire. Et dans cette logique-là, on a proposé, dans cette candidature, de passer du monde de la compétition à un monde de coopération et de symbiose, parce que c'est vraiment ce qui caractérise le vivant. Passer d'un monde de l'ego, moi, en permanence, à un monde de l'éco, donc entre les différentes espèces. Passer d'un mode de fonctionnement du court terme à un mode de fonctionnement au long terme, où l'idée, c'est que chacune des actions sera mise en place et finalement, nous n'en verrons pas, nous, de notre vivant, le résultat, mais c'est important pour les générations futures, pour leur rendre le territoire viable et désirable. Et donc, d'être la candidature donnant, mettant fin finalement à l'Anthropocène et essayant d'amener vers une logique de coopération entre humains et non-humains qu'on a appelé le symbiocène, en hommage à Glenn Albrecht, celui qui a inventé ce terme. Et donc l'idée, c'est de proposer dans le cadre de la candidature donc, tout un tas d'actions, d'expositions, de transformation de ce territoire, amenant vers Symbiocène, un voyage vers le futur. Donc de proposer de mettre en place une ville et un territoire symbiotique. Et finalement, ces actions de culture scientifique rentrées dans la candidature, dans le projet de candidature de capitale européenne de la culture, a permis à Bourges de gagner il y a un an, pratiquement jour pour jour, contre trois autres finalistes qui étaient Rouen, Clermont-Ferrand et Montpellier. Et c'est Bourges qui a été choisi comme capitale européenne de la culture en 2028 parce que justement, on abordait ce changement de paradigme, donnant finalement de l'espoir aux acteurs locaux, par le biais culturel et par le biais des scientifiques, de passer d'un monde très anxiogène à un monde dans lequel chacun d'entre nous devient acteur de ce territoire et imagine et met en place des transformations de ce territoire. Alors c'est un travail de long terme, ça ne sera pas terminé en 2028, c'est au contraire plutôt le début d'une aventure, comme je le disais, dont nous ne verrons pas les actions de notre vivant, mais qu'il est important de mettre en place, et quoi de mieux que justement la médiatisation, le focus qu'il va y avoir dans le cadre de cette année Capitale européenne de la culture en 2028. Voilà, vous avez les coordonnées donc, de ma collègue sur la partie chauve-souris, Amélie Chrétien, et mes coordonnées si besoin. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre intervention. Je vais laisser peut-être Gilles animer la séance de discussion avec vous et j'invite les participants à poser vos questions dans le module QR. Ce sera plus facile pour Gilles Leclerc de pouvoir les récupérer et les poser à nos intervenants. Oui, parce on est trop nombreux pour que je puisse vous donner la parole individuellement, évidemment. Donc, on est obligé de passer par ce petit artifice. D'abord, bravo à tous les deux parce que vous avez vraiment, je trouve, bien montré que la connaissance scientifique, la connaissance naturaliste allait de pair avec des actions techniques, y compris très techniques, du bâtiment, etc. Et puis avec une approche sensible, voire même une stratégie conceptuelle, culturelle, de mode, voire et la mode peut être durable. Donc vraiment très 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 intéressant. Il y avait une question qui avait été posée par Bénédicte Fieri, si je n'écorche pas son nom, parce que il y a les trois petits points derrière, donc je ne sais pas si c'est le nom complet ou si c'est un nom plus long, qui nous demandait si il y avait des questions de récupération de guano dans les gîtes incorporés dans la rénovation du bâti. Alors, Sébastien, comment ça marche, les crottes des chauves-souris?
Alors, en fait, le gîte a été pensé notamment au niveau de la fente d'accessibilité des chauves-souris pour qu'il ne soit pas horizontal, mais qu'il soit penché. Ce qui fait que toutes les crottes vont tomber et finalement vont partir vers l'extérieur. Et ça, c'était important parce que ça nous donne des indications quand on est au pied finalement de l'immeuble de la présence ou non de chauves-souris à l'intérieur du gîte. Ça nous permet de voir sans aller jusqu'à mettre une caméra à l'intérieur, ça nous permet d'aller voir justement s'il y a de l'activité à l'intérieur. Donc toutes les crottes sortent, sont évacuées à l'extérieur et tombent au pied de l'immeuble ou au pied du bâtiment. Et oui, oui, ça a été pensé dès le départ dans cette logique-là. Aurélien, vous avez un dispositif, si je me souviens bien, concernant la rénovation du bâtiment dans un village avec peut-être des bâtiments plus individuels Alors, nous, ce qu'on a fait sur sur les les, zones. Ouais, vas-y. ouais, sur les bâtiments, en fait, historiquement, il y avait des subventions sur les façades. Et on sait très bien que les façades détruisent du coup les accès aux gîtes, aux anfractuosités. Et quand on subventionne une façade, désormais, il y a une obligation d'installer un gîte, voire des nichoirs pour oiseaux, sur les façades. Alors on se posait la question il y a quelques temps avec la LPO, quel type de façade, selon quelles orientations. On se rend compte que dans le sud, en fait, il faut en mettre partout, parce qu'avec le changement climatique, les chauves-souris évoluent d'une façade à une autre. Et du coup, là, on va systématiser les gîtes lors des rénovations de façade, en tout cas pour celles qui sont subventionnées par la commune. Merci. Donc, je rappelle, vous aurez alors, on aura remis les coordonnées des intervenants, mais vous aurez tous les supports de présentation de nos deux intervenants, mais aussi la captation vidéo de leurs propos en replay assez rapidement sur la page dédiée aux ateliers. Raphaël Bédom, notre collègue de La Roche-sur-Yon, nous demande quelle pratique pour rassurer les bailleurs sociaux qui pourraient être frileux à l'intégration de ce type de dispositif dans une enveloppe bâtie. Sébastien, peut-être? Oui, alors ça, c'est une négociation qui se fait dès le. C'est-à-dire qu'il faut être clair sur l'aménagement, sur ce que ça va entraîner, sur les délais et ainsi de suite. Et ici, les bailleurs sociaux ont trouvé un véritable intérêt à intégrer ces gîtes et à nous mettre dans la boucle et à ce qu'on travaille vraiment et qu'on coordonne. D'une part parce que ils ont également des obligations par rapport à ces différentes questions, hein. Les bailleurs sociaux se posent énormément de questions, hein, sur tout ça. Et par exemple, ils avaient édité, je ne sais pas si vous le voyez, un ouvrage en commun qui s'appelle La nature retrouvée, justement, où l'idée, c'était de prendre en compte la biodiversité dans le cadre des aménagements ou des rénovations par rapport aux bâtiments, par rapport au parc en bas, par rapport à la désartificialisation, par rapport à toutes ces questions-là. Val-de-Berry en a fait un élément de communication aussi sociale. C'est-à-dire qu'il y a l'idée, c'est de travailler également avec les humains qui vivent à l'intérieur de ces bâtiments, donc les habitants, pour l'installation de ces gîtes à des endroits stratégiques et qui n'impactent pas finalement l'habitant humain qui est à l'intérieur. Donc on va éviter de mettre ces gîtes sur des zones proches, par exemple, des fenêtres des chambres. Par exemple, on va essayer, on ne va pas les installer au-dessus des fenêtres, par exemple. On va les installer sur des zones de façade qui sont des zones mortes, entre guillemets, par rapport à la vie, à la bonne vie à l'intérieur des différents appartements. Et puis, on va communiquer, on va faire des visites, on va communiquer avec les habitants, également par le biais des bailleurs, sur le pourquoi on installe ces gîtes et ainsi de suite. Et finalement, on arrive à avoir une relation de coopération entre les habitants, le bailleur, les entreprises. Ça, c'est hyper important. Il faut vraiment les former à ça. Il faut les accompagner en permanence parce qu'elles sont soumises à des délais, à des plannings, hein, bien évidemment. Mais plus on travaille en amont avec elles, plus c'est intéressant. Et on est allé tellement loin dans cette très bonne relation que, par exemple, on a un immeuble qui a été commencé l'an dernier qui contient plus de chauves-souris
que la cathédrale de Bourges, par exemple, à l'intérieur du bâtiment. Donc, c'est un lieu hyper intéressant qui n'avait jamais été repéré. Et on a fait arrêter le chantier d'un commun accord entre tous parce on voyait qu'on était arrivé à un moment où il n'y avait plus possibilité de faire sortir les chauves-souris, les colonies qui étaient présentes pendant le temps d'installation des travaux. Donc, on a fait passer un accord entre les uns et les autres. Ça n'a pas été simple, mais ça a été accepté par tous et les habitants compris. Et les travaux ont redémarré quelques mois plus tard et ça a été pris en compte dans le planning général. Ouais, c'est important, je ne sais pas si on l'a dit explicitement, mais de me rappeler que toutes les chauves-souris sont des animaux intégralement protégés, elles-mêmes et leurs habitats, et que donc on n'a pas le droit de détruire un gîte de chauves-souris, et que bah, ça peut faire prendre du retard, et que le retard c'est de l'argent, et que l'ABC, la connaissance préalable, peut, elle, être vraiment, y compris une source non pas d'ennui, mais d'économie pour pouvoir faire les travaux comme il faut, sans justement avoir cet aléa qui va coûter beaucoup plus cher que les quelques minutes qu'on va avoir pris pour discuter avec la LPO locale ou l'adjoint au maire local quand on a la chance d'avoir un adjoint au maire naturaliste. Donc, c'est vraiment important. Dans les questions, alors, vous avez répondu à Suzanne Paco qui demandait est-ce qu'une sensibilisation des habitants d'immeubles rénovés avec les gîtes pour les chauves-souris a été faite, nécessaire en partie. Joël Lebris nous demande si pour les publics, vous avez travaillé avec des collégiens, lycéens, et si oui, sous quelle forme? Aurélien a parlé de l'aire terrestre éducative, si je me rappelle bien, c'est plutôt pour le public maternel et primaire. Est-ce que sur les collégiens et lycéens, vous avez les uns et les autres travaillé? Alors, moi, je note bien la question parce que j'ai un ado à la maison et je vois bien la Oui. difficulté de cette génération. Nous, on a essayé de toucher ces publics-là. Alors, on est moins concerné par le lycée parce qu'il est un peu plus loin, il est sur 7. Les collégiens, on en a dans la commune d'à côté, donc du coup, sur le territoire concerné par les ABC. L'objectif, justement, de l'opération avec les street artistes, hein, les artistes du collectif Incartade, c'était bien d'amener ce public-là aussi vers la découverte de la nature. Euh, on a en tête d'aller plus loin, c'est-à-dire d'aller peut-être sur des projets de graphes avec ces publics-là, pour encore plus les attirer que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et puis, plutôt pour le public collégien, on a fait une opération radio sur le site de la fête de la Garrigue, avec des publics entre 11 et 13 ans. Et ça a plutôt bien fonctionné. En gros, on leur a fait animer une émission radio directement sur le site avec une animation tout au long de l'année avec une association locale. Merci beaucoup, Sébastien. Oui, oui. Alors par rapport au collège et au lycée, nous on en a sur le territoire, mais qui ne sont pas dans la compétence ville, puisque les villes sont sur les maternelles et les primaires. Mais peu importe, hein, on travaille avec tous les publics, bien évidemment, en tant que muséum. Et par rapport à ces publics que sont les collèges, les lycées ou le post-bac, l'idée, c'est d'arriver à rentrer dans les programmes et d'être multidisciplinaire pour pouvoir faire venir finalement, ou pouvoir permettre aux enseignants d'avoir du temps et de pouvoir en donner. Donc, on travaille vraiment avec toutes les matières. On peut faire du français, du sport et ainsi de suite et montrer l'intérêt entre les uns et les autres. Si je prends par exemple la logique du territoire symbiocène que l'on est en train de mettre en place dans le cadre de la capitale européenne de la culture 2028, sur les collèges, les lycées et le post-bac, l'idée c'est de les amener à réfléchir soit par le biais s'ils sont labellisés établissements développement durable, soit par le biais des écoles déléguées qu'ils ont à l'intérieur des établissements, soit dans le cadre du projet d'établissement avec les proviseurs, avec les enseignants et avec le corps plutôt adulte de ces établissements, de les amener à réfléchir et à reconsidérer leur établissement pour le rendre viable et désirable pour les générations futures. Donc, ça va passer par la prise en compte
de l'énergie. Comment est-ce que je peux faire dans mon établissement finalement pour essayer de moins consommer en termes énergétiques? Comment est-ce que je peux... Donc ça passe par la rénovation du bâtiment par l'extérieur, donc l'installation de biodiversité, ce qu'on disait tout à l'heure. Ça va passer par la désartificialisation des cours d'école. Ça va passer par la question de la cantine, par la gestion finalement du local, de la ressource alimentaire locale, donc l'amélioration de mon territoire invisible qui est à l'intérieur de moi-même avec le microbiote. On va travailler finalement sur plein de niveaux différents et l'idée n'est pas de rentrer que par un seul biais finalement, mais c'est d'être multidisciplinaire, multi-objectif pour prendre en compte justement cet objectif majeur qui est le comment on fait pour rendre ce territoire viable et désirable. Merci beaucoup. Je vous ai mis les ressources vers le travail de la ville d'Albi. Donc, Albi a une aire terrestre éducative qui regroupe ces 3 lycées. Donc, c'est la commune qui accueille sur un de ces parcs une aire terrestre éducative avec ces 3 lycées. Donc, même si la compétence bâtiment dépend de la région, les collectivités locales peuvent bien sûr travailler avec les profs, hein. Il faut qu'il y ait, là, c'est un prof de SVT qui est moteur au départ. Et puis, ils ont fait un travail, alors j'ai mis DIU, c'est bien sûr DIY, Do It Yourself. Ils ont fait un travail de construction d'enregistreurs à ultrasons low cost avec leur IUT. Donc là, vraiment plutôt des universitaires, et ils les ont associés pour aller poser des enregistreurs à ultrasons qu'ils ont construits eux-mêmes pour participer au suivi des chauves-souris. Donc encore une autre manière d'engager et d'engager avec y compris de la technique et de la technique de pointe. Donc on est bien, on n'est pas sur c'était mieux avant, mais on est y compris sur des choses parfaitement geek et hyper en pointe. Euh, Est-ce que on s'arrête là? Je vois pas d'autres questions. S'il y en a pas d'autres, est-ce que je peux prendre 5 minutes pour vous parler de notre petit dispositif, Aurore? Mais tout à fait, je pense que c'est important tu pourras nous dire aussi comment aussi s'inspirer avec, d'autres, expériences et peut-être je peux juste demander à Aurélien de répondre à une petite question directement dans le chat, si c'est possible, sur comment les artistes ont été recrutés pour Ah oui. l'exposition, des espèces, à enjeux sur les façades, à Montbazin. Je t'ai devancé Aurore, j'ai déjà Ah, répondu c'est parfait. Bérénice. En fait, juste en 2 mots hein, pour tous, le collectif Incartade avec qui on a travaillé, c'est déjà un collectif d'artistes, donc ils nous ont proposé une liste d'artistes sur lesquels, enfin, qu'on pouvait faire intervenir dans le cadre de la fête de la Garrigue. Merci Et, beaucoup. et je le complète en vous envoyant vers le replay de notre webinaire de la semaine dernière ou de la semaine d'avant, même, ou du 26 novembre, où Christelle Simon et Alexandre Piette, donc Christelle Simon de la métropole Rouen-Normandie et Alexandre Piette de Nantes Métropole, avaient partagé, si c'est dans soit dans leurs ressources, sinon vous nous mettez un message, leur marché d'appel d'offres, tous leurs documents là pour des très grands événements. Forêt monumentale 2, c'est un événement d'exposition d'art contemporain international avec tout un process, un jury, etc. Alors, moi, je voudrais vous dire que toutes ces actions-là que nous, on trouve super, qu'on partage avec vous ensemble, eh ben, on a besoin de les connaître. Et pour les connaître, on invite chaque année depuis 2010 les communes et les intercommunalités de toute taille, de l'Hexagone comme de l'Outre-mer, à nous raconter leur succès, leur fierté, leur réussite, chaque année autour d'un thème. Alors, est-ce que je vais arriver à envoyer? Voilà. Et ça donne des recueils d'actions. Donc,
Vous trouverez, Aurélien a été très, très timide ou en tout cas modeste. Il n'a pas dit qu'il était lauréat meilleure commune pour la biodiversité 2024 sur le thème sobriété et biodiversité, mais vous trouverez 65 actions dans ce recueil, mais aussi les actions des années précédentes. Et sur notre site web, ces actions, elles sont détaillées avec pourquoi, comment, quels résultats, etc. En 2025, on vous propose de nous partager vos réussites sur le thème cultures et biodiversité, et c'est bien le S qui compte. On pense évidemment à toute la manière dont vous mobilisez les arts, la médiation culturelle, l'approche sensible pour parler du vivant dans les villages, les villes, les agglomérations. C'est aussi, on vient de le voir, la culture scientifique, la culture naturaliste, mais on pense aussi à la faune et à la flore avec le patrimoine paysager ou encore le patrimoine bâti. Et puis, on peut même jouer sur les mots avec agriculture, horticulture, et puis tradition, histoire. Ce qui est important, ce qui nous préoccupe, nous, dans le concours Capitale française de la biodiversité, c'est qu'il faut qu'il y ait un lien direct avec la biodiversité au sens de la faune, la flore, la faune spontanée qui coévoluent avec les humains, leurs habitats ou leurs activités, dont des plantes ou des arbres ou des animaux qui sont cultivés, élevés. Donc, si vous faites de enfin, vous cultivez des agrumes, l'agrumiculture, c'est très intéressant avec des espèces anciennes, mais ce qui va nous intéresser, c'est si vous avez fait à côté de ça une analyse de ce qui pousse avec vos arbres fruitiers, comme Aurélien le fait avec ses orchidées qui poussent et qui dépendent probablement de cet écosystème particulier que sont les vergers d'oliviers. Eh ben, c'est ça qui nous intéresse. Donc, n'hésitez pas. euh, Partagez vos histoires. On vous demande juste d'écrire ce que vous avez fait, pourquoi, quand. Vous avez jusqu'au 28 février pour déposer votre dossier de candidature. D'ici là, moi, je suis à votre disposition pour vous accompagner en visio, avoir des entretiens avec chacun d'entre vous pour vous dire comment on évalue, comment ça marche, pour maximiser vos chances d'être retenu au recueil d'actions. Et puis, parmi les meilleurs, ceux qui ont euh, plusieurs actions qui ont été retenues, on a une phase de finalistes où là, on leur demande de nous accueillir une journée sur le terrain. On va faire un rapport de visite. Je vous ai mis le lien vers le rapport à Montbadin. Vous verrez, c'est 15-20 pages illustrées dans lesquelles il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup plus que ce que Aurélien a pu nous en dire en 15 minutes. Et puis, eh bien, un palmarès de meilleures communes pour la biodiversité par taille de commune, meilleure intercommunalité pour la biodiversité. Et puis, l'un de ses lauréats est le porte-étendard de l'année, la capitale française de la biodiversité. Et puis, on a des temps de webinaires, de restitution. Il est probable qu'on parlera cultures et biodiversité dans les rencontres biodiversité et territoire qui, si vous ne l'avez pas encore noté, seront organisées par l'Office français de la biodiversité les 9 et 10 juillet à Bordeaux, où on attend bien de tous vous y rencontrer. Euh, bon, je vous passerai rapidement. Il y a les prérequis, c'est que vous soyez un petit peu engagé dans quelque chose, mais n'ayez aucun problème. Si vous avez un doute, vous me mettez un email et puis on n'est pas là pour vous empêcher de participer. On vous mettra en relation avec votre animateur régional. Et puis, il faut que ce soit correctement rédigé. On n'écrit pas à votre place. Donc, il faut faire un effort de rédaction pour être lu par vos collègues élus et techniciens. Si vous me faites 4 bullet points, les évaluateurs ils vont dire c'est pas rédigé. Il faut que ça aille au-delà des obligations réglementaires. Si vous avez fait une super mare dans le cadre des travaux d'agrandissement ou de création d'un autoroute à côté de chez vous, ben, c'est super, mais c'est dans un guide comment bien appliquer la loi. C'est pas dans un guide action exemplaire du concours Capitale française de la biodiversité. Il faut qu'il y ait le lien avec le thème culture. Vous avez vu que c'était très large, mais aussi biodiversité, le vivant spontané, les milieux naturels. Et puis enfin,
on est sur de la pédagogie par la preuve. Il faut que ce soit réalisé ou concrètement engagé au, je ne sais pas pourquoi j'ai mis 25 février, au 28 février 2025, qui est la date limite de dépôt. Donc, les travaux ou événements ont lieu, si le document d'urbanisme, il est approuvé. L'idée, c'est qu'on ne publie pas quelque chose et puis, ben, en fait, ah ben oui, mais on a eu un problème, on n'a pas pu le faire, donc il faut que ce soit réalisé. Et voilà, et vous avez mes coordonnées que vous retrouverez, puisque ce support de présentation, comme celui d'Aurélien et de Sébastien, je vais les mettre en ligne là, dans quelques minutes, et la vidéo sera, elle, en ligne d'ici, disons, quelques jours. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous pour vos participations. Merci à vous, chers intervenants. Et puis, bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.